pour ce nouvel épisode de Sa Critique. Aujourd'hui, on va parler de X-Men Apocalypse. Alors, X-Men Apocalypse, troisième volet de la nouvelle saga instaurée par la Fox. J'avais déjà fait une vidéo qui parlait des films, souvent de super-héros, mais j'ai surtout focalisé sur Marvel et DC. Et j'avais complètement zappé les X-Men, plus ou moins volontairement, parce que je savais que ce troisième volet arrivait. Et je me suis dit, ça serait une bonne occasion de revenir sur la saga. Personnellement, mon opinion, c'était qu'à l'époque, quand ça avait commencé justement par Singer, qui revient aux manettes depuis Days of Future Past, eh bien, j'avais trouvé que c'était bien, mais ça ressemblait plutôt à des épisodes étirés. J'avais pas totalement adhéré. Bon, bien sûr, quand on a vu le troisième volet de la saga qui était justement pas fait par Singer, je me suis dit, bon, bah, il avait peut-être pas fait du si mauvais travail, tellement que le 3 était naze. Mais, bon, j'y avais pas totalement adhéré. Par contre, j'avais adoré X-Men, le commencement de Matthew Vaughn. Ça, j'avais vraiment adoré. Je trouvais que ça y est, les personnages fusaient, on avait des sous-intrigues qui pourtant ne nuisaient pas à l'intrigue principale. On avait Fassbender et comment il s'appelle, James McAvoy, qui prenaient les rôles respectifs de Magneto et du professeur Xavier à bras-le-corps. Vraiment, c'était super bien fait. On avait Kevin Bacon qui nous sortait un méchant d'anthologie dans le rôle de Sebastian Shaw, qui aspire l'énergie cinétique pour la renvoyer sur ses adversaires. C'était super. Vraiment, j'avais beaucoup aimé. Après, pour une raison que j'ignore un petit peu, parce que ça m'avait semblé bizarre, c'est finalement Singer qui revient aux commandes pour Days of Future Past, qui n'était pas mauvais, mais parce que beaucoup m'ont dit, je trouve que c'est le meilleur. Et j'avais pas eu ce sentiment. Mais encore une fois, il n'était pas mauvais, mais j'ai trouvé que les Sentinelles, je sais pas, autant c'est pas un adversaire unique, autant ça n'avait pas d'âme. J'étais un peu embêté là-dessus. Je trouvais que beaucoup de pistes qui avaient été semées dans le précédent volet étaient abandonnées. Normalement, dans les comics, c'est Shadowcat qui a le pouvoir de phaser, pour ceux qui connaissent moins les comics, à travers les objets solides, qui remontait le temps pour sauver à l'avenir des mutants de la menace des Sentinelles. Là, on réintègre un peu Wolverine. J'adore Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, mais le problème, c'était qu'on réutilise à nouveau ce personnage. J'ai l'impression qu'on recloisonnait cette immense ouverture qui avait été donnée dans le précédent volet, même si on rajoutait quand même quelques personnages, mais je sais pas, ça m'avait un petit peu choqué. Et encore une fois, les antagonistes incarnés par les Sentinelles et Bolivar Trask, leur concepteur, je sais pas, ça m'avait... je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'enjeux, ça m'avait un peu gêné. Il y avait un ennemi, il y avait des péripéties, mais je ressentais pas assez la menace. C'est marrant, ça m'avait gêné. Donc évidemment, quand on m'a dit à nouveau Singer pour le troisième volet, bon, j'étais pas forcément totalement emballé. Ok, c'était Apocalypse. C'était Apocalypse. Le premier mutant de l'humanité qui possède des pouvoirs quasi divins. Je me dis, voilà, pour le coup, moi qui étais déçu des Sentinelles, alors lui, pour le coup, il pouvait faire de l'effet. Mais il y avait Singer, et moi, ça me posait un tout petit problème. Donc je me disais, bon, on va bien voir, hein, comme je l'ai dit, il n'a pas fait de mauvais épisodes. Mais j'aurais voulu retrouver l'énergie de X-Men le commencement. Et j'avais peur. Et bien finalement, j'ai bien aimé. Je reste personnellement plus adepte de X-Men le commencement, bon, par goût personnel. Mais franchement, j'ai bien aimé. Je trouve que j'oublie un peu, pour moi, le faux pas un peu de Days of Future Past. Et comme je dis, ceux qui ont précédé cette trilogie, j'avais un peu moins aimé. Et franchement, j'ai retrouvé que dans ce film, il y avait une énergie, à nouveau une profusion de personnages qui ont leur temps d'apparition à l'écran, qui ont tous une existence légitime, tous un moment où vraiment on peut prendre notre temps pour découvrir leur psychologie, leur pouvoir. C'était très agréable. Et pour le coup, une intrigue, très simpliste, mais solide, parce que finalement, c'est le rythme. Le rythme emballe le tout, et ça m'a été agréable de le voir. Donc je reviens sur mes appréhensions. Ça, finalement, Singer réalise pour moi son meilleur volet. Pour moi, c'est celui-ci. C'est pas le précédent, c'est celui-ci qui pour moi est le meilleur volet de sa réalisation vis-à-vis des X-Men. Et voilà, j'en étais vraiment très content. Alors, le pitch.
Le pitch, c'est plus ou moins celui de la BD. C'est-à-dire que Apocalypse, premier mutant officiel de l'histoire, considéré pendant l'Égypte antique comme un dieu vivant, va se retrouver emmuré par ses adversaires, car déjà à l'époque, son côté un peu adepte du darwinisme poussé à l'extrême n'était pas apprécié. On peut comprendre pourquoi. Il va se retrouver emmuré pendant des siècles et revenir dans l'époque contemporaine pour l'intrigue, c'est-à-dire à les années 80, et va vouloir à nouveau suivre son chemin mégalomane et réfuter totalement l'époque qu'il voit, cette époque moderne où pour lui les faibles ont pris le pouvoir et il veut rectifier le tir et rétablir à nouveau les normes, c'est-à-dire les forts au pouvoir, autrement dit, au-dessus de cette immense pyramide de forts, lui-même. Lui, le dieu unique et qui veut régner sur absolument tout. Le personnage d'Apocalypse ne s'embarrasse pas d'une trop grosse complexité. D'un autre côté, dans la BD, il n'est pas très compliqué fondamentalement. J'aurais quand même aimé peut-être un petit peu plus. Je regrette beaucoup que Oscar Isaac, qui est vraiment pour moi un acteur de premier ordre, pour moi il aurait pu faire mieux. Il aurait pu aller encore au-delà. Là, ça fait un peu méchant pour le fait qu'il est méchant. Mais ce qui force le respect, c'est ses pouvoirs. Ses pouvoirs sont immenses. Le film le montre très bien. C'est une vraie menace. Et ça, j'avais regretté dans d'autres films, que ce soit les films Marvel, ou plus récemment DC qui s'y est mis vraiment à fond avec Batman contre Superman. Souvent, j'ai l'impression que la menace est soit édulcorée, soit je l'ai déjà vue 100 fois. Et souvent, c'est un regret que j'ai. Je me dis, c'est dommage. Encore une fois, c'est diminué pour mettre en valeur les héros, simplement parce qu'un autre méchant doit arriver après, plus fort, plus beau, plus grand, enfin pas plus beau, plus affreux au contraire. Et ça me gêne parce que je me dis, pourquoi ne pas mettre les méchants tels qu'ils sont? Pourquoi ne pas mettre un Ultron quasi invincible, pour ne citer que le Avengers Age of Ultron? C'est pas le seul, mais pour moi, Ultron, comme j'avais eu dans une critique, c'était Skynet. C'est une menace mondiale. Et là, je ne l'ai pas ressenti. Apocalypse est une menace mondiale. On sent son pouvoir. Même s'il est aidé par ses 4 cavaliers, il est redoutable. Et rien que ça donne du charisme au personnage. C'est très plaisant. Vraiment. Donc tous les personnages sont réunis dans cette intrigue. Certains basculeront du mauvais côté, d'autres vont intégrer les X-Men. Certains vont jouer dans les deux camps. Là, ça fait partie de l'intrigue, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Mais tous ont leur heure de gloire, tous ont un temps de présence à l'écran. Encore une fois, quand il y a beaucoup de personnages, certains sont plus délaissés que d'autres. Parfois, on a plus de sympathie pour les uns que pour les autres. Et parfois, je vais y venir, mais certaines fois, les interprétations ne sont pas totalement égales. Dans le cadre de ce film, franchement, les exceptions sont de une ou deux pour ce qui est d'une interprétation moindre. Globalement, ils sont tous très bons. Que ce soit les premiers, les seconds ou les troisièmes rôles, globalement, c'est du très lourd. Alors maintenant, les acteurs et les actrices. Alors, je vais passer vite. L'excellence de leur interprétation me semble tout à fait normale. C'est Michael Fassbender, dans le rôle de Magneto. Pour lui, c'est simple, je crois que je ne l'ai jamais vu mal jouer. C'est un des acteurs que je considère comme un des meilleurs de sa génération. Même quand j'aime pas le film dans lequel il joue, lui, je le trouve toujours très bon. Et il ne démérite pas dans ce film, il est toujours égal à lui-même, il est parfait. Il est même supérieur pour moi, mais ça c'est le rôle qui veut, pour moi c'est la caractérisation du rôle qui veut ça, il est meilleur que dans le précédent volet. Dans le précédent volet, j'avais un peu de mal à comprendre son personnage qui passait d'un état plus sympathique à plus psychotique d'un coup. Ça m'avait un petit peu gêné, l'acteur était très bon, mais ça m'avait un petit peu dérangé. Et là je le retrouve comme dans X-Men le commencement, où il est impérial d'ambiguïté. C'est un vrai régal de voir jouer cet acteur. Celui qui ne les mérite pas non plus, c'est son alter ego dans le film, et adversaire, et ami, qui est le professeur Xavier, joué par James McAvoy, qui est pareil pour moi. Ils sont à peu près de la même génération, et
c'est un excellent acteur, donc absolument rien à dire sur ces deux-là, j'ai envie de passer très vite parce que voilà, c'était une affaire pour moi qui était pliée d'avance et ça ne m'a pas surpris, c'était plié. Voilà. Nous avons Nicolas Hoult qui revient dans le rôle de la bête, enfin le fauve, pardon. Je l'ai moins aimé dans certains rôles, mais dans ce rôle-là, par contre, il est très bien. Il donne l'innocence nécessaire au fauve, tout en mettant en avance l'intellect du personnage, sa sauvagerie quand il est dans son mode fauve, justement. Non, il est très bien. Sophie Turner, voilà, je voulais y venir, qui prend le rôle de Jean Grey, sans doute une des mutantes les plus puissantes au monde, parce qu'elle est le vecteur, enfin comment dire, l'incarnation du phénix, une force élémentaire. Sophie Turner joue très bien, autant je la connais dans la série Game of Thrones, comme à peu près comme des millions de gens, et là je me disais comment est-ce que justement en sortant de son personnage de Game of Thrones, est-ce qu'elle est bonne dans la série, est-ce qu'elle est douée là, est-ce qu'elle va, mais en sortant de ce carcan dans lequel elle est enfermée pour beaucoup, est-ce qu'elle va être bonne dans un nouveau rôle, est-ce qu'elle va pouvoir prendre le rôle de Jean Grey à bras le corps et se l'approprier? Eh bien oui, oui. Elle se l'est totalement appropriée. Elle est très bien. Je n'ai absolument rien à dire sur son interprétation, si ce n'est bravo. C'est tout à fait le personnage tel que je le voyais. Bravo aussi au jeune qui joue Cyclope, parce que il est bien aussi. Peut-être un petit peu... C'est pas qu'il joue moins bien, c'est que c'est vraiment le personnage de Jean Grey qui est le plus mis en avant dans le film. Mais Cyclope, c'est très bien. On l'amène doucement, ainsi que la relation qui va se nouer doucement entre les deux personnages, cette relation amoureuse qu'on connaît bien, eh bien, ça s'amorce bien, pas une amourette languissante, chiante, comme souvent, j'ai droit, non, ça prend son temps, c'est juste ce qu'il faut, et les deux personnages ne font que gagner en présence et en charisme dans le film grâce à ça. Nous avons Diablo, il est excellent aussi dans le film, innocent, parfait, comme l'est le personnage d'ailleurs. Nous avons un retour fracassant de Vif Argent, comme je le disais précédemment. L'acteur, super. Alors, il n'a pas Vif Argent, je le voyais toujours comme vraiment le bellâtre. Je trouve que l'acteur... voilà, le pauvre, je ne vais pas me faire un critique, il est pas là, le pauvre. Mais c'est que, par exemple, dans la version qu'on avait vue au cinéma dans Avengers Age of Ultron, où ils font également leur propre Vif Argent, le côté bellâtre qu'il avait correspondait un petit peu plus sur l'autre acteur. Mais par contre, bah oui, le rôle était sacrifié, production Marvel oblige, alors que l'autre, par contre, il y apporte un cynisme, une ironie, un second degré. C'est complètement le personnage de Vif Argent instauré par la Fox qui emporte l'adhésion. Il est super, il est vraiment super. Donc, celui-là aussi, rien à dire. Maintenant, on peut venir à ceux où je suis plus ambigu, par contre. Psylocke, l'actrice est belle, je veux dire, elle joue bien, ça va, mais c'est pas transcendant. J'ai un problème avec l'actrice qui joue Tornade et l'acteur qui joue Angel, alias Archangel. Je les trouve un petit peu en dessous de la tonalité globale. J'aime pas le côté un peu... je trouvais ça normal que l'actrice qui joue Tornade jeune ait un côté plus sauvage, moins posé que le personnage plus mature. Ça oui, j'aurais compris. Mais je sais pas, ça fait un peu wesh-wesh. Je trouve un peu son interprétation, je pense pas seulement adhérer. Quant à Angel, un peu voyou de bas étage. En fait, c'est des personnages qui sont connus des fans, et je trouve qu'ils ont été mis un peu en retrait, comme le serait un personnage tertiaire presque inconnu. C'est un peu dommage, et les interprétations n'aident pas à ça. C'est mon seul regret. Mais encore une fois, il n'y a rien de grave. C'est pas comme si je disais ils sont mauvais. Je dis ils sont en deçà des autres. Tellement que les autres sont bons, je suis obligé de le signaler. Mais c'est pas grave, ce n'est pas ça qui va nuire au métrage, ce n'est pas gênant. C'est pas gênant et c'est pas non plus éliminatoire, ça se trouve, on va les voir dans un prochain épisode, et là je vais vous dire, ah bah non, là pour le coup ils sont vraiment bons, ils prennent les rôles, donc voilà, c'est pas un avis définitif, c'est un petit regret, je me dis, oh, c'est dommage, on aurait pu emballer vraiment la totalité pour le coup, et voilà, il y a ça. Bon, c'est pas bien grave. Apocalypse lui-même, j'en ai parlé au début.
Je vais juste y revenir, puisque finalement, il donne son nom au titre. Donc, Oscar Isaac, très bien. Un peu imperméable. C'est-à-dire, Oscar Isaac, pour moi, c'est un excellent acteur, vraiment. Et je sais pas, je m'attendais à peut-être plus de présence à l'écran, vu l'acteur que c'était. Là, je trouve que bon, il est réduit un peu à son Apocalypse est réduit à sa plus simple expression. Je suis méchant. Je fais les yeux, mais je fais des yeux blancs pour prouver que je suis en train d'utiliser mes pouvoirs et que là t'es très mal barré. Voilà, bon, c'est réduit un peu à sa plus simple expression. Maintenant, comme je l'ai dit précédemment, les pouvoirs extraordinaires du personnage font que malgré tout, il gagne en charisme. Il a une présence parce que vous sentez la menace. Donc au final, peut-être que le minimum était... bon, c'était peut-être... on pouvait peut-être faire mieux, mais inversement, peut-être que le plus n'était pas nécessaire. Alors voilà, donc je n'ai pas vraiment de critique particulière à formuler. Le design, si... On avait vu des designs très inquiétants sur les premières photos de promo du film. À la fin, c'est moins horrible que ce qu'on pouvait attendre, mais non. Le personnage, le design final d'Apocalypse film n'égale pas pour moi le côté extrêmement menaçant que possède le personnage dans la BD. Ça, non. Après, on s'y attendait, et je trouve que par rapport à ce qu'on pouvait en craindre, on s'en sort encore pas trop mal. Alors juste pour finir, un petit encart sur la réalisation et les péripéties. Alors juste parce que j'avais des inquiétudes au début, comme par exemple, même si encore une fois dans la BD, Magneto, oui, il a été un des cavaliers d'Apocalypse, tout ça, mais par rapport à ce qui lui est arrivé précédemment, en fait Magneto, je ne le vois pas en soumis, c'est-à-dire en subalterne, à obéir aux ordres de quelqu'un, même si ce gars-là s'appelle Apocalypse, pour moi il en a rien à foutre. Et juste, je ne dirais pas comment, mais cette inquiétude a été balayée quand j'ai vu le film, parce que ils amènent très bien l'alliance, je dis bien, que forme Magneto avec Apocalypse. Pourquoi il accepte d'être l'un de ses cavaliers? Le scénario l'amène très bien et de manière tout à fait cohérente. Donc ça aussi, moi qui aime beaucoup qui déteste les incohérences scénaristiques, je me suis dit, c'est bien, il a évité un gros écueil, comme si il se ralliait machinalement sous prétexte que l'autre allait aider la race mutante, je craignais vraiment ça. Et là, au final, non, c'est complètement différent. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Donc ça évite cet écueil pour le personnage Magneto auquel je tenais beaucoup. Et globalement, autant Magneto est sauvé du naufrage, clairement d'ailleurs, mais bon voilà, il y a d'autres personnages comme je le disais précédemment, d'autres sont moins traités, donc il y en a un on ne sait pas trop pourquoi il se rallie exactement à Apocalypse, enfin c'est plus diffus, bon tu te dis peut-être que c'est l'idée les a tentés sur le coup, bon c'est pas grave. Pour moi le plus important était le personnage de Magneto, donc ça au moins, voilà, le scénario a des failles, mais pas sur les éléments les plus importants, ça c'est bien. Je voulais aussi revenir sur la fluidité de la réalisation. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, je faisais la critique de Civil War, et j'avais dit que s'il y avait une scène quand même que je peux sauver, c'est la scène de combat sur le tarmac de l'aéroport. Où j'ai dit c'est bien parce que tous les personnages montrent leur pouvoir, s'affrontent, comme ça c'est agréable de voir tout le monde s'y mettre à fond. Je n'avais pas vu ça assez dans les précédents, mais là, en fait, en voyant X-Men, je me suis dit, on a beaucoup parlé de la scène du tarmac, oui, c'est une des meilleures scènes du film Civil War, mais là, pour le coup, les personnages des X-Men qui s'affrontent, c'est bien meilleur encore, c'est encore bien meilleur. Franchement, la Fox, pourtant, elle a eu l'art et la manière, ce studio a l'art et la manière de massacrer ses licences, que ce soit les Predators, les Terminators ou les Aliens, enfin récemment. C'est ce qui est toujours un peu dommage, mais là pour le coup non, X-Men ils ont confié les rênes à un bon réal qui a su exploiter au maximum à l'écran les dispositions, les pouvoirs, les facultés de chacun et de les foutre dans une espèce d'énorme champ de bataille, une arène où constamment tout le monde s'en met plein la gueule, tout en utilisant ses pouvoirs au maximum. C'est très bien fait, c'est très bien filmé. Et évidemment, en tant que spectateur, vous êtes là, vous n'êtes pas en train de vous paumer le regard, en train de dire « il s'est passé quoi, j'ai rien vu ». Non,
tout est limpide, c'est agréable, et ça ne fait que réaffirmer mon opinion, l'opinion que j'ai de ce film, c'est qu'il est vraiment bien fait, il est bien fait, il dit très bien. Donc voilà. Je pense que je suis à peu près passé. Ah si, un tout petit bémol. C'est pas grave dans celui-là. Je l'ai vu ça 10 fois pire dans d'autres. Mais sur la fin, quand vous verrez le film, je sais pas si ça vous gênera ou pas, c'est parfois la manière dont... Parce que la première partie du film est super bien faite. Pour moi, c'est celle sur laquelle le rythme file le plus. Il y a un petit creux dans la seconde partie que je ressens, une petite baisse de rythme, qui va repartir sur la fin, et tout d'un coup sur la fin, c'est une utilisation que beaucoup de réalisateurs font, c'est un peu le ralenti. Il y a un moment, il y a une séquence à la fin, où, alors je ne parle pas des ralentis faits lorsque Vif Argent passe en vitesse Mach 4, hein. Non, ça c'est des scènes très bien faites. Non, je passe le vrai ralenti de réalisation. Et parfois j'ai du mal dans certains de ces films-là où je trouve que ça fait un peu... ils essayent d'iconiser les personnages en disant tiens, regarde-le pendant 5 minutes avec ta caméra qui tourne, tout ça. Moi, ça me gonfle parce que je trouve pas que ça iconise le personnage, c'est juste que ça coupe le rythme. Donc j'ai vu ça 100 fois pire dans d'autres films. C'est vraiment un tout petit moment dans le film qui m'a gonflé, mais c'est parce que justement j'étais tellement emballé par l'action, je dis vas-y, on voit ça part dans tous les sens, et tout d'un coup le moment qui se veut symbolique, on va mettre un ralenti. Non, tu me saoules, j'ai pas envie d'un ralenti, moi, je veux que ça s'emballe. On peut mettre des ralentis, parfois ils sont très utiles même, mais pas trop, c'est dommage, parce que je le regrette parfois, je le regrette parce que c'est juste que ça coupe l'action. Parfois je veux que ça s'emballe, ça continue. Si je suis dedans, je veux pas en sortir moi. Donc voilà, donc ça m'avait juste un petit peu choqué sur la fin. Voilà, encore une fois, c'est petit, c'est pas grave, c'est pas ça qui changerait ma note du film. Mais voilà, si ça pouvait être évité, moi j'aime bien quand ça pète, quand ça s'emballe à fond, quand on ne lâche pas l'action, et j'aimerais que ça reste comme ça jusqu'au bout. Alors sur la fin, moi les gens en penseront ce qu'ils veulent, je trouve que c'est un petit peu trop expédié sur un petit Deus Ex Machina un peu rapide. Bon, c'est pas grave, après chacun s'en fera sa propre opinion. Donc, eh bien, je vais le redire une nouvelle fois, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille, allez le voir, faites-vous votre propre opinion, j'espère qu'on sera en accord vous et moi. Maintenant, moi pour ma part, c'est sans doute avec X-Men le commencement, le meilleur film qui a été fait sur les X-Men, et plus globalement, même l'un des meilleurs films qui a été fait sur les super-héros. Pour moi, c'est un des films qu'on peut placer en haut du palier. Donc vraiment, je vous le recommande, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, autant que vous voulez, allez le voir, et j'espère que vous avez passé un très bon moment. Voilà, on peut passer maintenant à la minute rétro. Come on, we're gonna get this train. What? We're gonna catch this train, come on. I can't catch a train. You also couldn't fly, start running, let's go. Wait a minute, wait, it's a freight train. I can't do this! I can't do this! I deeply feel I can't do this! I thought you left to travel by train, get up there! What are you doing? You promise to let me go? Open the fucking door! See you in the next life, Jack! Son of a bitch! You son of a bitch! Open that fucking door! Glad to see me? I guess we're in the next life, John. Don't overreact now. Don't overreact. I won't overreact. Get over here. React. You do this again, I'll throw you off the fucking train. Bienvenue pour la Minute Rétro. Aujourd'hui, nous allons parler du film Midnight Run. Alors, c'est très curieux ce film,
parce que souvent il est un peu oublié, alors qu'il y aurait deux bonnes raisons que, au contraire, il soit cité assez souvent. Déjà, à cause de son réalisateur et de son acteur principal. Le réalisateur, c'est Martin Brest, qui n'est pas un réalisateur inconnu, ne serait-ce que pour ses deux remakes. Un, c'est Le Temps d'un week-end, le remake de Parfum de femme de Lino Risi, et l'autre, c'est Rencontre avec Joe Black, qui lui-même est un remake d'un film célèbre qui est 3 jours chez les vivants. Deux films qui pour moi étaient des bons remakes, franchement, très bien réalisés, avec de bons acteurs. Et pourtant, on a un peu oublié ces autres réalisations, dont ce film Midnight Run, qui a pour acteur principal Robert De Niro. Excusez-moi du peu, logiquement, De Niro, sa filmographie, elle est assez connue. Et ce film-là est presque systématiquement oublié, alors que c'est un super buddy movie, réalisé en 1988. Et c'est, alors le thème, c'est très simple, c'est un chasseur de primes joué par Robert De Niro, qui doit rapatrier d'un bout à l'autre des États-Unis un ancien comptable de la mafia qui a piqué du fric à ses employeurs, si bien qu'il est recherché par tout le monde, la mafia d'abord, ensuite par le FBI parce qu'ils savent qu'il a pris au passage des informations compromettantes sur le mafieux qu'il employait. Donc il est poursuivi par tout ce beau monde, le FBI veut les informations, la mafia veut sa tête en même temps que récupérer le pognon si possible. Robert De Niro, lui, veut le récupérer pour toucher sa prime, parce qu'il en a besoin pour quitter un peu ce job merdique de chasseur de primes qu'il ne peut pas saquer. L'acteur qui joue le comptable en question, c'est Charles Grodin, qui est connu pour beaucoup de gens, parce que c'était le père de famille dans le film Beethoven, qui est un petit film de famille hyper sympa. Moi j'ai toujours trouvé très drôle ce film. Et alors dans ce rôle, il est magnifique, c'est la crapule finie, sous ses airs innocents, oh là, j'ai rien fait, tout ça. Il passe son temps à essayer de fausser compagnie à un Robert De Niro absolument génial, toujours en colère, toujours érultant, toujours en train de se dire celui-là, je vais lui casser la gueule, c'est pas possible s'il continue. Et c'est un film, vraiment c'est le buddy movie typique des années 80, sympathique, super rythme, des péripéties qui s'enchaînent, le film dure 2 heures, on s'ennuie pas un instant. De voir cette espèce de duo improbable qui est la marque de fabrique justement des buddy movies des années 80, qui fonctionne à merveille, entre un De Niro qu'on a rarement vu d'ailleurs dans ce genre de rôle un peu comique, mais de dur à cuire au second degré, et qui pour moi il a jamais été aussi bon dans ce registre que dans ce film. Et Charles Grodin, oui, lui le pauvre, on le connaît surtout effectivement comme dans le film Beethoven. Et là, pour le coup, il montrait qu'il avait un jeu d'acteur qui ne peut faire que regretter qu'on n'ait pas revu beaucoup plus souvent dans d'autres films. Donc voilà, donc pour moi, Midnight Run, un buddy movie typique, avec une super action, des super acteurs. Vous allez voyager d'un bout à l'autre des États-Unis avec eux et vous n'allez pas vous ennuyer une seconde. Voyez-le, faites-vous votre avis et surtout, ne l'oubliez pas cette fois. Vraiment, ça serait un grand dommage pour moi. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et à la prochaine fois.